Merci d'être sur la télévision. La Barre pour le journal de ce jour, vendredi 11 mars 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. C'est le quotidien L'Enquêteur du lundi 7 mars 2022 qui a révélé l'information. Le premier donc qui titre à sa une tentative présumée de coup d'État. Plusieurs personnes placées donc à la garde à vue à la gendarmerie nationale sans aucun détail. 3 jours après, ce même journal revient cette fois-ci avec plus d'informations. Ismaël Mouni. Bazoum Mohamed l'a échappé belle. En tout cas, c'est ce qui ressort du quotidien privé L'Enquêteur du lundi 7 mars 2022 qui a révélé cette information de présumé coup d'État contre le président de la République à moins d'un an à la tête de la magistrature suprême du Niger. Ainsi, dans sa parution du jeudi 10 mars 2022, le même journal revient cette fois-ci avec plus de détails, surtout avec le nom du présumé cerveau. C'est ainsi qu'on peut lire aisément dans l'article de ce quotidien, le cerveau présumé de l'opération de Joué n'est rien d'autre qu'un lieutenant Bagouma. Ce dernier se trouve actuellement à la prison civile de Saï, arrêté dans le cadre toujours d'une tentative de putsch présumée du 31 mars 2021, et cela à moins de 48 heures de l'investiture de Bazoum Mohamed. Selon toujours le quotidien, l'ancien maire de Namaro, répondant au nom de Moukele Seni, aurait servi d'agent de recrutement et de transmission entre les présumés cerveaux et les autres supposés conspirateurs. Ces derniers sont aussi cités toujours dans le journal. En dehors de l'ancien maire de Namaro, figure également l'adjudant-chef major Amadou Souley à la retraite depuis 2021 et un autre ancien militaire de la garde présidentielle et le chauffeur de l'ancien chef d'état-major des armées, le général à la retraite Moumoun Bourema, selon toujours ce quotidien, qui renchérit que toutes ces personnes sont arrêtées à Niamey et transférées à la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure, DGDSE, vers la gendarmerie. Cette affaire de présumé coup d'État, un mythe ou une réalité, en tout cas, l'avenir nous le dira. Merci Ismaël Moumouni. Le Premier ministre Oumoudou Mahamadou a reçu en audience cet après-midi le bureau exécutif de la Commission nationale des droits humains CNDH a conduit donc cette délégation du CNDH est conduite par son président Mati El Hadja Moussa au centre des échanges le sujet de l'heure, notamment la situation des prisonniers. Précision Ibrahim Tikire, Ibrahim Abdou. En cet après-midi du vendredi 11 mars 2022, le bureau exécutif national de la Commission nationale des droits humains CNDH a été reçu en audience par le Premier ministre. Au centre des échanges, plusieurs points débattus, dont entre autres. Le but de la rencontre est principalement de lui présenter le nouveau bureau élu de la Commission nationale des droits humains qui a fait l'objet d'un renouvellement de ses commissaires juste avant la fin de l'année 2021. Donc les nouveaux commissaires avaient prêté serment devant l'Assemblée nationale le 9 octobre et le 11 octobre, un bureau exécutif composé d'un président, d'une vice-présidente qui est à ma droite, d'un rapporteur général qui est à la droite de la vice-présidente et d'un rapporteur général adjoint qui est à ma gauche. Donc c'est ce bureau-là que nous sommes venus présenter à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous avons beaucoup échangé avec le Premier ministre sur le fonctionnement donc, de la CNDH. Et nous saisissons l'occasion pour lui présenter tous nos remerciements par rapport au soutien et à l'accompagnement dont on a bénéficié de sa part. Donc, comme vous le savez, l'État vient de nous doter d'un nouveau siège en plein centre-ville de Niamey, un local administratif accessible donc, aux citoyens qui désireraient se rendre pour faire valoir leurs droits. Le Premier ministre a aussi été sensible à des préoccupations de fonctionnement du service, notamment les moyens logistiques. Là aussi, nous avons trouvé une oreille attentive et le Premier ministre s'est engagé aussi à regarder comment renforcer nos capacités en cette matière. Aussi, le bureau exécutif de la CNDH a évoqué avec le Premier ministre des sujets d'actualité dont
la situation dans laquelle se trouvent certains établissements pénitentiaires du pays, notamment la prison de haute sécurité de Côte-Calais. Le Premier ministre a été très sensible aux conditions de détention au niveau donc, des lieux de détention en général et des prisons civiles en particulier. Nous avons saisi l'occasion aussi pour discuter de certaines situations, notamment au niveau de la prison civile de Côte-Calais. Là aussi, le Premier ministre donc, a été très sensible à la question. Et très bientôt, les uns et les autres constateront une amélioration dans le sens d'un meilleur respect des droits humains au niveau donc, de ces centres de détention en particulier et des lieux de détention en général au niveau de l'ensemble du pays. C'est donc satisfait que le bureau exécutif national de la CNDH est sorti au terme de l'audience avec le Premier ministre Oumoudou Mahamadou. Merci Brahma Tikire. Les anciens travailleurs des mines uranifères d'Arlit qui ont travaillé avec Areva ont déposé une plainte contre le géant du nucléaire français Areva il y a quelques jours donc de cela. Ces plaignants victimes de radiation exigent entre autres leur prise en charge sanitaire. Plus de précisions avec une des victimes, Al-Mustafa Alassane, que nous avons joint depuis Agadez, si vous plaît. Il s'agit d'un groupe de travailleurs autour d'une association qu'on appelle ODIV. ODIV, c'est une association d'anciens travailleurs de Soumaï et de Communal Filiac à Dareva. Ils ont effectivement déposé une plainte pour, bien sûr, toutes les négligences que l'on connaît par rapport à l'exploitation de l'uranium envers les Nigériens en général. C'est-à-dire qu'on ne nous a jamais sensibilisés par rapport au danger de la radioactivité. La chose qu'on a dit aux Nigériens à l'époque, c'est de dire aux Nigériens, ah voilà, si vous acceptez que l'on produit de l'uranium, vous serez, en tout cas, Arlit sera comme Paris. Vous avez des mots Arlit au deuxième Paris. Malheureusement, après 50 ans d'exploitation de l'uranium, Arlit encore aujourd'hui, c'est des ruines. Ça ressemble seulement à des ruines et pire avec la fermeture des communes. Voilà, donc revenons un peu à la question de la plainte. Oui, donc les travailleurs se sont plaints. Parce que, en fait, aujourd'hui, ce sont plusieurs centaines de personnes qui ont travaillé dans ces villes-là qui sont malades. Et on pense que c'est la radioactivité. Et en plus de ces maladies que nous avons constatées, qui sont donc les foies, les reins, et puis, bon, la tension, le diabète, etc. Et c'est des maladies qui souvent avec des soins à vie. Et comme c'est des soins à vie, aujourd'hui, ces travailleurs, donc la Soumaïr et la Communauté les a abandonnés comme ça dans la rue, on pense que c'est inacceptable. Voilà, donc il y a eu des prélèvements de cheveux de ces travailleurs-là, je ne me rappelle pas du chiffre, et il s'est trouvé que, en fait, ces travailleurs seraient irradiés. Et donc je fais partie. Donc moi je suis le plus irradié parmi ces travailleurs-là, selon les analyses des cheveux. Voilà donc pourquoi ils ont déposé la plainte. Oui, donc, voilà ce que j'ai prévu. Cette action est santé à la justice. Qu'est-ce que vraiment ces personnes attendent concrètement? Mais nous attendons une réparation. Une réparation non seulement pour les personnes elles-mêmes, mais pour le pays dans son ensemble. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que pendant 50 ans, comme je le disais en amont, 50 ans, donc on n'a pas profité de notre uranium. Il faut vous dire que pour trois ampoules en Europe, 2 ampoules sont alimentées par l'uranium nigérien. Mais un enfant, un collégien ou un enfant en primaire, pour dire que les sons arbitres, il est lié avec une lampe à pétrole, ou bien comme comme on l'appelle. Donc voilà en fait le scandale auquel nous sommes on assiste. Donc il y a un désastre économique, et puis en plus nous avons ce que nous appelons la pollution durable. Des millions de tonnes de riz qui sont abandonnées là-bas, et aujourd'hui encore ce que est en train de faire communal dans le réaménagement du site où ils ne veulent rien faire distribuer. Voilà en fait, les problèmes sont énormes. Maintenant on attend une réparation d'une manière ou une autre. Donc vous êtes quand même optimiste? Mais bien sûr qu'on reste optimiste. Si un militaire, s'il pense qu'il ne va pas terrasser, je ne vois pas pourquoi il va entreprendre la liste. Nous avons entrepris cette lutte parce que nous pensons qu'il y a quand même quelque chose. Mais ce que nous déplorons, par contre, l'Amnesty internationale ou bien toutes les organisations mondiales sont conscients des désastres que le sommet arriva dans notre pays, mais ils sont intervenus. Moi, je me demande c'est quoi cette histoire du onusien des droits de l'homme et autres. Voilà ce qui est déplorable. Ils auraient dit quand même pendant 50 ans, j'étais encouragé, ou au moins se poser la question. Pourquoi le Niger n'a droit que la pollution durable?
C'est quoi cet ordre mondial-là? Et on nous parle des organisations mondiales pour les droits de l'homme, pour les droits de la femme, on nous embête pour une histoire des droits des filles. Et pendant ils sont en train de nous rationner ou je ne sais même pas, avec tous ces désastres que je viens de décrire. C'était là donc à l'instant Al-Mustafa Alassane, une donc des victimes de la radiation des mines uranifères d'Arlita. Autre aspect de cette édition, deuxième semaine déjà que l'Ukraine est sous le feu de l'armée russe, en tout cas Kiev, la capitale de ce pays, et plusieurs autres villes principales de l'Ukraine continuent à être bombardées par la Russie. Cette crise entre la Russie et l'Ukraine n'est pas sans conséquences pour les pays de la région, particulièrement les membres de l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs du pétrole. Explication avec Mahaman Lawangaya, il est ingénieur pétrochimiste. La situation qui prévaut actuellement du fait de la crise russo-ukrainienne a été bien entendu un accélérateur de la flambée des prix des hydrocarbures. Quand je parle des hydrocarbures, il y a le pétrole brut, le gaz naturel et le charbon, et accessoirement l'électricité. Mais il faut quand même préciser que ce n'est pas cette crise qui est la raison fondamentale, ou du moins la raison première de la flambée des prix des hydrocarbures. Vous avez souvenance que le monde a vécu et continue à vivre la pandémie de la Covid-19. Et en raison donc de la survenue de cette pandémie de par le monde et du fait du confinement qui a touché pratiquement tous les pays du monde, le secteur qui a été le plus touché, c'est le secteur des hydrocarbures. Pourquoi? Parce que tous les transports de par le monde ont pratiquement été arrêtés. Que ce soit les bateaux qui ne circulaient plus, les trains, les avions, les véhicules, du fait du confinement. Donc c'était presque 40% de la population du monde qui était confinée. Et quand on dit 40% de la population du monde, ce n'est pas la population rurale africaine qu'il s'agit. C'est la population urbaine des pays développés, ceux qui ont l'usage donc de tous les moyens de transport. Et ces moyens de transport-là ont été bloqués. Et cela, justement, a constitué la baisse des prix du pétrole parce qu'il y avait les hydrocarbures en abondance sur le marché pétrolier. Et vous avez souvenance que le 20 avril 2020, pour la première fois dans l'histoire du pétrole, on a connu un prix du pétrole négatif. Sur le marché américain, le baril de pétrole a été coté à moins 37,30 $. Ça, c'est du fait de l'abondance du pétrole sur les marchés mondiaux. Et il fallait nécessairement trouver une solution à cela pour éviter ce que j'ai appelé souvent un suicide collectif. Parce que ça touchait tous les pays producteurs, malgré leur antagonisme. C'est-à-dire qu'ils s'en foutaient de l'Iran, des États-Unis, l'Arabie Saoudite, la Russie, tous étaient impactés. Donc il fallait que ces pays-là trouvent une solution. Et la solution, ils l'ont trouvée au niveau d'une réunion de l'OPEP+. OPEP+, ce sont les pays traditionnels membres de l'OPEP, plus 10 autres pays qui étaient dirigés par la Russie. Donc il y avait 23 pays qui se réunissaient pour pouvoir trouver une solution. Et là, effectivement, ils ont trouvé une solution en essayant de résorber le stock supplémentaire sur les marchés mondiaux. Bon, et là, effectivement, les prix du baril du pétrole ont commencé à remonter. Bien, et maintenant, avec la survenue toujours donc, de la Covid-19, on a trouvé des vaccins, plusieurs vaccins. Et ces vaccins-là, justement, ont fait que la situation de la pandémie a commencé à se résorber et les activités économiques à reprendre. Donc, si les activités économiques reprennent, le prix du baril du pétrole remonte. Mais il se trouve que cette fois-ci, on n'avait pas un déficit de l'offre. C'était là donc les explications de l'ingénieur pétrochimiste Mohamed Lawangaya sur la crise ukrainienne. L'ONG New Challenge a organisé hier jeudi une conférence panel. Elle vise à identifier le rôle de l'internaute dans la lutte contre les stéréotypes à l'endroit de la femme. 4 conférenciers ont développé les thèmes retenus devant un public venu suivre, parmi lesquels
Aboukara Ibrahim et Nasser Seydou. Rôle de l'internaute dans la promotion du leadership féminin et la lutte contre les stéréotypes à l'endroit de la femme, tel est le thème de la présente conférence panel organisée par l'ONG New Challenge dans le cadre d'une initiative citoyenne pour la cohésion sociale et l'inclusion que la dite conférence a été initiée. L'objectif étant de veiller à faire corriger certaines conduites non convenables et de faire la promotion du leadership féminin une priorité. Occasion pour la coordinatrice de rappeler les difficultés auxquelles les genres féminins font face dans ce cadre, tout en indiquant les différentes initiatives mises en œuvre pour venir à bout de ces stéréotypes. Les femmes sont confrontées à de nombreux défis liés au non-respect de leurs droits fondamentaux, tels que le droit de se faire entendre et de défendre leurs opinions. Cette frange vulnérable de la population que sont les femmes, vos sœurs, vos filles, vos épouses, souffrent de différentes formes de violence et violations. C'est à juste titre que l'ONG New Challenge a décidé d'initier une série d'activités en vue de promouvoir la cohésion sociale entre les internautes, l'inclusion de la femme et favoriser le leadership féminin à tous les niveaux via les médias et les réseaux sociaux. Nous estimons déjà que la femme et les filles, qui représentent plus de 50% de la population nigérienne, est une actrice clé du développement. Notre approche va consister à échanger, sensibiliser et impliquer les internautes hommes sur le rôle important qu'ils ont à jouer dans la promotion du leadership féminin. Et cela les inviter à bannir toute forme de préjugés et jets de discrédit à l'endroit de leurs sœurs, femmes et mères. 4 conférenciers ont à cette occasion été conviés et chacun, en fonction de son profil et du rôle joué sur les plateformes sociales, ont eu à éclairer l'assistance sur la thématique. Je ne comprends pas pourquoi on se pose la question de qu'est-ce que nous faisons. Et ça revient maintenant à regarder, comme Aïcha l'a dit, le profil de la personne qui pose la question. Et vous serez étonné qu'à chaque fois quand vous voyez ces genres de questions, quand vous partez dans votre inbox, nous particulièrement les femmes, vous allez trouver que c'est quelqu'un qui vous a envoyé « Coucou mon bébé, chérie, bonjour » pendant 2 ans, 3 ans, il n'a jamais reçu de réponse. Ça veut dire que quelque part, il ne comprend pas la présence d'une femme mariée sur les réseaux sociaux pour ce que lui, il est venu chercher. Ces stéréotypes aujourd'hui, bien souvent, je le dis, le développement de ces stéréotypes sont essentiellement promus par les femmes. Quand je vois tous les discours qui se font aujourd'hui par rapport à la question de quelle femme devrait être sur les réseaux sociaux, la mariée, la divorcée ou la célibataire, je me demande en fait, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers une sorte de restriction de l'espace de la femme? Il faut savoir distinguer 2 choses. Quand on est sur les réseaux sociaux, il y a son profil personnel, il y a aussi la page ou le profil de la cause qu'on est en train de défendre. Donc il faut faire très attention. Ce que tu publies en tant que Sania Yuba et ce que je publie en tant que JVO Scout ou une autre organisation doit être complètement différent. Plusieurs participants ont également intervenu pour partager des expériences et aussi prodiguer des sages conseils. Il est par ailleurs à noter qu'à chaque fois que les conférenciers ont eu à prendre la parole, ils n'ont pas manqué de rappeler qu'être féministe ou pouvoir jouir de certains droits ne justifie en aucun cas adopter un comportement de gangstérisme ou de rébellion à l'égard du mari. Merci Ibrahim Bouakara. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente tenue à toutes et à tous et surtout bon début de week-end. Au revoir.